Onsi Abichou, un franco-tunisien, est enfermé à la prison de la Mornaguia, près de Tunis, où il risque une peine à perpétuité, bien que la justice l'ait déjà acquitté à 4 reprises. C'est vraiment malheureux d'en arriver à là pour une simple vente d'un camion. Mais alors, pourquoi est-il toujours enfermé ? De nouveau, le ministère public va trouver un dysfonctionnement, un vice de forme pour obtenir une cassation et un nouveau jugement. Il savait que les choses allaient pas changer si facilement. Son état est, il est totalement amaigri, cerné. On voit qu'il est complètement dévasté, quoi. Depuis 16 ans, c'est l'histoire d'un véritable acharnement judiciaire qui plonge un homme et sa famille dans un avenir incertain. Alors, je m'appelle Inas Sefedine Abichou et je suis l'épouse de Onsi Abichou, incarcéré depuis presque 4 ans à la Mornaguia en Tunisie. Onsi, il a 42 ans actuellement. Et en fait, on s'est mariés en 2005. Et donc, on a eu une fille et un garçon, une de 19 ans actuellement et un garçon de 15 ans. Il avait un projet, c'était donc d'ouvrir un garage dans le 91 pour vendre des voitures et pour réparer également des voitures. Donc, il faisait de la réparation et également de la carrosserie. Ce qui s'est passé le 17 octobre 2009, il devait aller en Allemagne pour aller acheter des voitures. Et donc à la frontière, les frontières n'étaient pas encore ouvertes comme maintenant. Donc il y avait un barrage de policiers, contrôle routier, donc qui donne ses papiers. Et puis donc là, la police lui annonce qu'il est recherché par Interpol. Et donc lui, il comprend pas. Donc, il était incarcéré à Saarbrücken. Et donc là, on prend une avocate française, donc elle qui fait le déplacement jusqu'à là-bas pour aller le voir et pour pouvoir le ramener en France. Pour comprendre l'arrestation d'Onsi Abichou à la frontière franco-allemande en 2009, il faut remonter 2 ans en arrière. À l'époque, Onsi est propriétaire d'un garage automobile. Il vend alors un véhicule, un Ford Transit, à un particulier. 1 an plus tard, ce même véhicule sera utilisé pour acheminer du cannabis depuis la Tunisie vers l'Italie, sans qu'Onsi n'en ait connaissance. Alors en fait, tout commence en 2008, puisque c'est une enquête de flagrance qui a été ouverte après que un premier monsieur, une première personne a été arrêtée dans une camionnette avec plus d'1 tonne de cannabis à son bord qui devait partir pour Gênes. Donc c'était au port de la Goulette à Tunis, en Tunisie. Et en réalité, cette personne-là a ensuite dénoncé une deuxième personne qui a ensuite dénoncé Onsi Abichou parce qu'il était l'ancien propriétaire de la camionnette concernée et qu'il apparaissait donc sur la carte grise. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est rentré dans cette affaire-là, alors que lui, il vivait en France, qu'il n'était pas lié du tout à ces personnes, qu'il n'avait aucun lien avec elles et qu'il n'était même pas au courant de l'existence de ce trafic. Sauf que entre l'Allemagne et la Tunisie, il existe un contrat d'extradition entre les 2 pays. Et vu qu'il est franco-tunisien, donc eux, quelque part, ils ont l'obligation de le renvoyer dans son pays. Donc il a eu le droit à un avocat commis d'office là-bas, qui travaille sur son dossier et qui engage les poursuites pour pas qu'il soit renvoyé en Tunisie. Parce que déjà, il était condamné par défaut à double perpétuité et une amende à je sais pas combien de millions d'euros. Donc il risquait de la maltraitance et il risquait un mauvais jugement. Et donc moi, j'ai tout fait, j'ai fait des pieds et des mains, j'ai frappé à toutes les associations, j'ai demandé de l'aide au gouvernement français, j'ai écrit à tout le corps du gouvernement français
Et donc, un jour, je tombe sur une association qui s'appelle l'ACAT, donc qui veut dire Association chrétienne contre la torture. Et donc, je tombe sur la directrice qui est elle est responsable du service du Maghreb. Et elle est spécialisée dans la Tunisie. Et donc, elle me prend tout de suite en charge. Elle fait les démarches de son côté et on saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Une procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme a également été initiée en parallèle pour obtenir une mesure provisoire pour empêcher cette extradition. Et malheureusement, elle n'a pas été suivie par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a certainement manqué un petit peu de clairvoyance là-dessus et qui n'a pas voulu prendre parti dans ce dossier qui nécessitait certainement beaucoup de courage aussi. Et d'ailleurs, par la suite, une procédure a également été initiée devant le comité contre la torture de l'ONU, qui a conclu à la faute de l'Allemagne dans ce dossier. Mais c'était trop tard, il était déjà dans l'avion. Faut savoir que quand il repart en Tunisie, il repart avec une double protection consulaire. Il repart avec la protection consulaire allemande, et il repart avec une protection consulaire française. C'est-à-dire que l'Allemagne accepte de l'extrader avec des conditions. C'est-à-dire que en l'extradant vers la Tunisie accepte donc de le juger correctement et qu'il n'y ait pas de la torture, quoi. Alors, la responsabilité d'Honsi Abichou telle qu'elle a été déterminée par la juridiction tunisienne repose sur 2 éléments, et seulement ces 2 éléments. Donc le fait qu'il était l'ancien propriétaire de la camionnette, qu'il a vendu la camionnette avant le trafic concerné, et le fait qu'il ait été dénoncé par l'un des co-accusés, lui-même dénoncé par la première personne qui avait été prise en état de flagrance à bord de la camionnette. J'avais tellement peur, en fait, qu'il lui soutire des fausses informations sous la torture. Et puis, c'est vrai que j'ai lu beaucoup d'articles sur la Tunisie, qui nous laissent pas en penser du bien, quoi. Et c'était l'époque de Ben Ali, donc là il n'y avait pas de pitié, quoi. Preuve ou pas preuve, on est déjà jugé coupable même avant l'audition, quoi. Et donc vraiment ces 2 éléments sont les seuls éléments matériels, évidemment, sur lesquels repose la condamnation à la perpétuité de Honsi Abichou. Outre le fait que ce sont des éléments qui sont tout de même assez faibles en termes de fond, le vrai problème, le problème majeur, c'est que les aveux ont ensuite été annulés par lui-même, en expliquant qu'ils avaient été extorqués sous la torture. Et on a connaissance plus précisément de la torture dont il dit avoir été l'objet, puisqu'il a ensuite déposé une plainte avec constitution de partie civile en France contre les responsables tunisiens sur ces faits de torture qu'il avance. Donc ce sont pas seulement des coups infligés, mais c'est aussi le fait de l'avoir laissé sans nourriture, sans eau pendant plusieurs jours, une dizaine de jours, ou alors avec le minimum pour le garder en vie, de l'avoir interrogé pendant la nuit pour l'empêcher de dormir, de lui avoir donné des coups sur les pieds, de lui avoir arraché un ongle, d'avoir tenté de le sodomiser avec un bâton. Et tous ces éléments, il en a toujours parlé, y compris au juge d'instruction tunisien à l'époque, devant qui il avait été présenté et devant qui il se présentait avec les traces de ses sévices, avec des bleus, avec une dent en moins, avec un ongle arraché. Tous ces éléments-là, il les a expliqués au juge d'instruction, qui n'a pourtant pas décidé de
de faire quoi que ce soit pour éviter que cela continue. Et il dit dans sa plainte avec constitution de partie civile que ces faits de torture ont continué pendant des jours et des jours. Et c'est finalement à la fin de tous ces sévices qu'il a décidé de donner le nom de quelqu'un, n'importe qui, en l'occurrence Onsi Abichou, malheureusement, pour pouvoir mettre fin à toutes ces tortures. Et ce sera une fois qu'il sera libéré dans le cadre de la révolution tunisienne qu'il concédera de manière très claire, ce qu'il a toujours fait depuis, que ses aveux avaient été extorqués sous la torture et que lui, il n'avait pas du tout connaissance du moindre fait de trafic de stupéfiants concernant Onsi Abichou. Ce n'est qu'une fois incarcéré à la prison de la Mornaguilla qu'Onsi Abichou va prendre connaissance de l'imbroglio judiciaire sur lequel repose sa liberté. C'est en réalité pas une, mais 2 condamnations à perpétuité qui ont été prononcées contre lui. Donc il y a une procédure qui a été ouverte par le bureau des douanes de la Goulette, le port concerné là où il y a eu la flagrance, et puis une autre procédure qui va être ouverte par la brigade anti-stupéfiants, donc deux organes finalement compétents, et puis 2 procédures ouvertes. Et ça, c'est incompréhensible. En 2011, au-delà de la faillite judiciaire de cette affaire, c'est tout un pays qui s'enflamme. La révolution tunisienne éclate. Dans cet élan de réforme des institutions, Onsi Abichou est acquitté et libéré. Il retrouve sa famille en France et reprend une vie entre 2 rives, multipliant les allers-retours entre la France et la Tunisie. Mais ce semblant de liberté n'est qu'une illusion d'espoir avant un brutal retour à la case départ. Il a été acquitté après la révolution du Jasmin. Et là, pour moi, ça a vraiment été un miracle. Et lui, il a même pas été rancunier envers son pays. Il aurait bien pu se dire, bah non, je remets plus les pieds. J'ai vraiment souffert. Ma famille a souffert. Et non, il y est retourné. Parce que il aime son village. Il allait en vacances là-bas tout l'été. Il revient donc en France, et c'est là où le début du calvaire commence vraiment, en réalité, puisque à ce moment-là, ce qu'il ne sait pas, c'est que le ministère public a formé un pourvoi contre ces 2 acquittements, et que ce pourvoi a été accepté par la Cour de cassation tunisienne parce qu'il manquait la signature d'un juge sur le jugement d'acquittement, sur l'arrêt d'acquittement. Et donc va s'en suivre ce marasme judiciaire, puisque du coup la Cour d'appel sur renvoi va se réunir en l'absence d'Onsi Abichou, puisqu'il n'était pas au courant, et elle va de nouveau le déclarer coupable et le condamner à la perpétuité. Pendant toutes ces années-là, il a fait des allers-retours, il n'y a jamais eu de soucis. En 2021... Donc là, moi, je suis en vacances avec les enfants. Ils devaient nous rejoindre dans le sud. Et là, il me dit, non, je vais aller me ressourcer. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas été en Tunisie. Donc il me dit, je vais aller me ressourcer en Tunisie. Je dis, non, je dis, n'y va pas. Je dis, viens, rejoins-nous avec les enfants. Il me dit, non, je te rejoindrai. Je vais 15 jours et je te rejoins. Et moi, j'avais cette... je sais pas pourquoi... J'avais cette appréhension, en fait. De toute façon, à chaque fois qu'il y allait. Et donc, normalement, il devait arriver à 13h, 13h30. J'ai pas de nouvelles. Parce que lui, d'habitude, quand il atterrit, il m'envoie tout de suite un message. Et là, j'ai pas de nouvelles. J'ai rien. J'envoie un message. Il me répond pas. Donc, j'appelle ma belle-mère. Elle me dit, ton beau-père est parti le chercher à l'aéroport. Et donc, par la suite, elle me rappelle, elle me dit, il est arrêté à la douane, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est là où il est arrêté, incarcéré, et qu'on lui dit qu'il a été condamné à la perpétuité. Donc moi, voilà, à ce moment-là, je me dis, je prends sur moi, il va sortir, c'est pas grave, c'est juste, il y a un bug, voilà, il y a une erreur quelque part, forcément. Et non. En fait, les mois, ils passent. Et en fait, il sort pas. Et donc l'avocate qu'il avait engagée là auparavant pour faire les démarches, donc elle obtient cassation, etc.
Donc en fait, oui, la situation, elle est d'autant plus injuste qu'en réalité, alors que Anssi Abichou était libéré juste après la révolution tunisienne, en réalité, ces deux autres accusés, eux, étaient toujours emprisonnés puisqu'il y avait plus d'éléments probants à leur encontre dans ce trafic de stupéfiants. Et donc, ils avaient fait une demande de grâce qui a été accordée. Donc eux étaient sortis depuis au moins 2012, étaient libres en France, tandis que M. Abichou, en 2021, se retrouve incarcéré alors qu'il a toujours clamé son innocence, qu'il n'y a plus aucun élément matériel contre lui, puisque les deux co-accusés qu'il avait dénoncés se sont rétractés. Donc la situation, elle est vraiment inversée et incompréhensible, puisque lui se retrouve incarcéré alors qu'il est innocent, et que les personnes qui avaient été accusées à ses côtés pour la même affaire, et notamment une personne prise en état de flagrance, ont été libérées et sont aujourd'hui libres. C'est vraiment malheureux d'en arriver à là et de détruire toute une famille pour une situation pareille, pour une simple vente d'un camion et qui se retrouve dans un calvaire judiciaire sans fin. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a beaucoup d'injustice qui n'est pas justifiée. Et puis, il y a à ce moment-là, tout un système d'appel, de renvoi, d'opposition, puisque quand Anssi Abichou va être informé de tout ce qui s'est passé en son absence, il va forcément demander à être de nouveau rejugé. Et finalement, il va être rejugé et il va de nouveau être acquitté. Et de nouveau, le ministère public va trouver un dysfonctionnement, un vice de forme pour obtenir une cassation et un nouveau jugement. Alors, quand c'est pas la signature du juge qui est manquante, c'est par exemple le fait que le dossier papier soit arrivé dans la salle d'audience après le début de l'audience et que cela constitue un vice de forme qui peut être encore une fois considéré comme l'objet d'une cassation. Alors ce dossier, finalement, c'est un dossier qui peut se discuter en chiffres, puisque c'est 17 ans de procédure. Le dossier a commencé en 2008. C'est 20 décisions judiciaires, que ce soit des décisions de fond ou de forme. Et parmi ces 20 décisions judiciaires, c'est 10 procès qui ont été faits, qui se sont déroulés jusqu'à présent. Sur ces 10 procès, il y a eu 4 jugements par défaut, c'est-à-dire des jugements pour lesquels M. Abichou n'était pas prévenu et donc n'a pas pu être présent pour se défendre. Et puis, pour les autres, ce sont 4 acquittements contre lesquels le ministère public a formé 4 pourvois en cassation. Donc là, la prochaine étape, c'est le 11e procès. Et évidemment, on espère un nouvel acquittement, mais ce sera forcément compliqué dans tous les cas, puisque on a, comme je vous le disais, 2 procédures parallèles. Et dans la première procédure, il y a eu un jugement de condamnation définitif pour lequel une demande de révision est en cours de traitement et n'a toujours pas été jugée depuis 2 ans. En gros, la révision, c'est une procédure exceptionnelle qui permet de refaire un procès déjà terminé, lorsqu'on découvre des preuves ou des faits nouveaux qui pourraient prouver l'innocence d'une personne condamnée. Et donc c'est dans cette procédure que M. Abichou a fait une demande de révision, justement pour revenir sur cette décision de condamnation, étant donné que l'un des accusés, M. Zayed, avait été revenu sur ses aveux en considérant, en attestant par écrit que M. Abichou n'avait rien à voir avec ce trafic de stupéfiants. Donc cet élément nouveau peut tout à fait constituer un élément permettant une révision de la condamnation à perpétuité. Depuis sa seconde incarcération en 2021 à la Mornaguilla, Anssi Abichou vit une détention éprouvante. Il y rencontre plusieurs Français, dont Basile, qui témoignent des conditions difficiles et de leurs liens. J'ai rencontré Anssi, je pense, dès le début, quand je suis arrivé dans cette cellule. Et on s'est parlé dans la cour. Anssi, c'est quelqu'un de bienveillant et généreux. Moi, j'étais en fait venu à l'origine pour faire un week-end avec une amie en Tunisie. On voulait aller voir Djerba, on voulait aller voir le sud, le désert, et puis Tunis, évidemment.
Et on s'est fait arrêter. Enfin, je me suis fait arrêter d'une manière complètement imprévue. J'avais jamais entendu de ça avant. C'était en 2022 en juillet parce que j'avais emmené des protéines. Donc ça, c'est pour le sport. À la frontière, ils m'ont arrêté parce que ils pensaient que c'était des substances illicites. Ils pensaient que j'avais des drogues alors que c'était seulement de la protéine. Donc ça a pris du temps pour qu'ils trouvent l'origine de ce que c'est. Il y a eu plusieurs analyses successives au laboratoire pour préciser que ce n'est pas de la cocaïne. Le temps qu'ils fassent cette analyse, j'ai dû attendre 9 mois. Pour aller visiter, c'est le parcours du combattant. On peut le visiter une fois par mois en parloir spécial, donc c'est-à-dire face à face, pendant à peu près 40 minutes. Et donc on n'est pas la seule famille, hein. Il y a plusieurs, généralement il y a plusieurs familles. Et donc là après, Ounsi arrive, et puis là c'est là où on peut se prendre dans les bras, et puis il prend les enfants dans ses bras. C'est compliqué. À ce moment-là, c'est trop compliqué. Et son état il est totalement amaigri, cerné. On voit qu'il est complètement dévasté, quoi. Il est au bout du rouleau, et puis il pleure du début jusqu'à la fin du parloir, quoi. Mornaga, c'est une prison qui est complètement surpeuplée. Dans une chambre, dans une cellule, il y a souvent plus que 100 prisonniers, alors qu'il n'y a pas assez de lits. Il y a souvent des lits pour 60 personnes, et puis il y en a 120 ou plus par cellule. Sur un matelas, il y avait 2 ou 3 personnes, et des fois il n'y a pas assez de place, et tu vas avoir 2 personnes tête bêche, et puis des fois il y a des personnes qui dorment par terre, quoi. En général, il y a très peu d'hygiène parce que il y a un savon ou 2 savons pour beaucoup de prisonniers. Bon, il n'y a pas d'eau chaude. Il y a pas d'eau potable en fait. Souvent, on boit l'eau du robinet qui est dégueulasse, qui est difficile à boire. Moi, je suis arrivé là-bas les 3 premiers jours. Je pensais que je pouvais pas rester plus qu'une semaine. C'était impossible. Je me suis dit, je vais pas survivre. Forcément, il fallait leur dire la vérité, hein, parce que les semaines passaient et que leur papa ne rentrait pas. Donc, j'en ai parlé et ça a été compliqué, hein, parce que je leur disais à chaque fois il va bientôt rentrer, puis il rentrait pas. Et donc là commence vraiment, c'est la réalité qui nous attrape là, parce que moi j'ai voulu préserver les enfants, sauf que j'ai pas réussi. Ma fille tombe en dépression parce que déjà ils voient que moi je suis déjà je suis très fatiguée, je suis très épuisée, mais je continue à aller au travail. Une dépression, en fait, on guérit pas d'une dépression du jour au lendemain. Surtout quand on sait d'où ça provient. Tant que leur père, il sera pas libéré, tant qu'il sera pas rentré à la maison, eh bien, on sera tous dans le mal. Par certains moments, je le sentais un peu rendu. Il était il était dans son coin, quoi. Ça se voyait qu'il était là pendant un moment, donc il savait que les choses allaient pas changer si facilement. Lui se retrouve toujours enfermé et sa situation judiciaire, elle est injuste. Et aujourd'hui, ce qui est aussi très difficile et ce qui est dramatique, c'est qu'il est dans un état dépressif très avancé, avec un risque suicidaire important, qu'il a décidé d'arrêter de se nourrir correctement, et que là, il va tout droit vers finalement une fin dramatique qui rendra la situation d'autant plus injuste, puisqu'il n'aura pas pu sortir de ce calvaire qu'il endure depuis 2008. Il y a des jours où moi, il m'envoie des courriers qui sont vraiment très compliqués à lire, hein, parce que là il parle de suicide en fait. Il parle de suicide, il parle de grève de la faim, il dit qu'il veut se laisser mourir. Ce qui était très apparent, c'est les personnes qui
était là depuis plusieurs années, surtout dans les cellules tunisiennes, se balafraient le visage ou les bras avec des lames de rasoir qu'ils avaient réussi à faire rentrer. Donc ils se mutilaient eux-mêmes pour pouvoir sortir de cette condition d'impuissance et aller à l'hôpital pour avoir un peu comme une bouffée d'air frais ou de quelque chose de différent. La plupart de ces gens étaient tellement déprimés et au fond du fond que ils avaient recours à la mutilation physique pour se sortir de là, même si c'est juste temporairement. Et du coup, on voyait les traces sur les visages des lames de rasoir qui coupaient dans la peau. Donc on espère vraiment que les autorités françaises vont pouvoir prendre toute la mesure de ce qu'il se passe actuellement et ne vont pas s'arrêter à un simple suivi de la situation d'Onsi Abichou, mais vont vraiment agir, puisque la responsabilité à la fois des autorités tunisiennes et des autorités françaises est immense aujourd'hui dans le sort de Onsi Abichou. Donc ce qu'on espère vraiment de ce 11e procès, c'est évidemment qu'il soit de nouveau acquitté, même si on ne peut pas prédire à l'avance quel sera le jugement rendu. Et ce qu'on espère vraiment, c'est que cet acquittement, s'il a lieu, ne donnera pas lieu à un nouveau pourvoi en cassation formé par le ministère public. On espère vraiment ici que le ministère public va arrêter de toujours former un pourvoi en cassation contre l'acquittement qui a été prononcé concernant Onsi Abichou et qu'il acceptera enfin qu'au bout du 5e acquittement, ce soit définitif. Et la vérité, on l'a déjà rétablie. Maintenant, on veut la liberté. Blast a sollicité une interview ainsi qu'une autorisation de tournage à la prison de la Mornaguia. Ni le ministère de la Justice, ni le consulat tunisien à Paris n'ont donné suite à nos demandes. Le 11 juillet dernier, la justice tunisienne a prononcé un nouvel acquittement en faveur d'Onsi Abichou, le 5e depuis le début de son calvaire judiciaire. Le parquet a fait appel. L'un des co-accusés qui a accepté de nous répondre n'a pas souhaité apparaître dans ce reportage.